Bonjour. Bonjour. Il est où Christophe? Je sais pas, peut-être par là-bas, je sais pas. Ok, je vais voir. Merci. Oh, des gens qui jouent. Quelqu'un ici? C'est jamais. Personne. Et bonjour. Bonjour. Vous savez où il est Christophe? Ah non, je l'ai pas vu. Ah ok, bon. On va voir. Ah bonjour, il y a quelqu'un? Oui, bonjour. Bonjour. Vous savez où il est Christophe? Non, ça fait 10 minutes qu'on le cherche, on l'a cherché partout. Ah ouais, vas-y, moi je vais le chercher. On va voir. Quelqu'un? Ah, bonjour. Vous savez où il est Christophe? Non, je sais pas. Ah, on va voir en haut. C'est qui joue en haut? Quelqu'un? Ah. Bonjour. Salut. Ah, Christophe. Salut. Allez, let's go, on peut tourner. Le rock ici, il est né un petit peu avec les premiers mouvements sociaux dus à l'usine, quoi. Quand il y avait des revendications des salariés, etc., des mouvements de grève, souvent ils accompagnaient ces manifestations-là par des concerts. Et donc, en l'occurrence, très rock, quoi, puisque la musique rock ou la musique punk était comme ça très revendicatrice aussi dans ses propos. Donc ça a commencé comme ça. Nous, on était fils d'ouvriers et donc on a été baignés là-dedans de toute façon très jeunes. Il a été créé une association ici pour organiser ces concerts-là. Puis avec la labellisation de certains lieux café-concert par Jacques Lang, ils ont récupéré celui-ci, là, qui était un ancien cinéma, donc le pavillon 108, pour faire un café-concert. Ça n'a pas duré très longtemps, alors je ne me rappelle plus de la problématique entre la mairie, l'association, etc. Ils l'ont fermé quelques années après. Et nous, il y avait déjà le studio de répétition. Nous étions donc du coup ados et un petit peu plus jeunes adultes à graviter ici aussi, surtout au studio de répétition. Quand ils ont dit on ferme tout, on a créé une première association qui s'appelait FADA, Femelle Association pour le Développement Artistique. Alors moi j'étais pas, il a été créé, une association, pour récupérer uniquement le studio. Voilà, qui était la pierre angulaire en fait du mouvement, hein, puisque tous les groupes locaux répétaient ici, etc., quoi. Voilà, il a été créé une association pour s'occuper de ce studio de répétition, surtout qu'il y avait déjà un emploi aidé à l'époque. Donc pour maintenir cet emploi, on a récupéré le studio. Voilà. Ça a duré quelques années, on faisait des concerts à droite, à gauche, dans les salles des fêtes. Voilà. À un moment donné, cette association aussi s'est usée et a préféré arrêter. Et là, on a créé After Before pour un peu tout récupérer, quoi. Pourquoi avoir choisi ce lieu précisément? Et il existait déjà, en fait, donc il y avait quand même cette facilité-là, c'est-à-dire que c'était déjà une salle de spectacle, donc elle était sonorisée. Tu peux nous raconter l'histoire de cette pièce? On voit justement au-dessus, là, au plafond, justement, ce qui pourrait assimiler au toit d'un comptoir. Ouais, c'est ça. Le comptoir était comme ça, cette forme semi-ovale là. C'était un café de toute façon. Ici, c'était un vieux café qui s'est transformé aussi en restaurant, fut un temps. Voilà. Mais nous, on l'a récupéré à l'époque, le café-concert. Ils avaient ouvert la salle. Ils se servaient ici aussi d'accueil d'artistes et de local associatif, mais sans avoir fait les rénovations, quoi. Donc c'est-à-dire que d'ailleurs, bon, de toute façon, les pavés de verre et tout, c'est encore la façade telle qu'elle était, hein, du temps du café. Et bon, donc c'était dans un état incroyable, quoi. Le carrelage au sol était dégueulasse, ça soulevait tout seul, enfin. Et on est resté ici, c'était notre local associatif, mais pendant des années et des années, quoi. Et à un moment donné, bon, on a pris les choses en main. Quand ils acceptaient qu'on fasse quelques travaux et que voilà, donc on a cassé le comptoir qui était ovale là, pour en faire un comptoir droit, etc. Se donner de la place, refait un sol, voilà, et faire quelque chose d'un petit peu plus agréable à vivre, voilà. Et on en a fait encore plus quand Emma est arrivée avec le projet du Café 109 voilà, pour faire un lieu chaleureux, quoi. Parce que les locaux appartiennent à la mairie maintenant? Oui, depuis toujours en fait. Ah, depuis toujours. En fait, depuis toujours. Depuis la labellisation Café Musique. D'accord.
parce que c'est une labellisation d'État en fait, et c'est les partenaires publics qui prenaient en main des locaux et qui étaient aidés par l'État pour faire des cafés musiques. Les questions sont souvent multiples, les raisons pratiquement stupides, les soupçons sont les caprices de profit et de trahison. Les questions sont souvent multiples, les raisons pratiquement stupides, les soupçons sont les caprices de profit et de trahison. Ah oui, Quel niveau? je me concentre bien. Tu te concentres bien? Oui. J'ai pas envie de vous casser les caméras. Ah oui, je préfère. Après, je vais devoir la repayer. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? La passion en fait. On m'a très rapidement, quand j'étais jeune, à peu près à votre âge, on m'a amené dans des concerts et puis du coup ça m'a plus lâché en fait. Voilà. Et quel est votre parcours? Je suis parti dans du bénévolat et je me suis inscrit dans plein d'associations, etc., qui organisaient des concerts, des spectacles pour apprendre le métier, pour voir un petit peu toutes les facettes de ce métier-là, passer un petit peu à tous les postes, mais d'abord c'était du bénévolat. Et c'est après, quand il a fallu mettre un pied dans le booking d'artistes, autrement dit organiser des tournées, etc., que j'ai pu me professionnaliser en fait. Donc voilà, il valait mieux commencer en intégrant des associations, etc., et apprendre sur le tas, comme on dit. On ne bouge plus, on dit plus rien, on fait tous des pauses de moi. 1, 2, 3. Avez-vous eu un ancien métier Ouais. avant Et oui, absolument. Quand je suis sorti de l'école, de toute façon, il n'y avait pas de filière pour aborder le spectacle. Et donc, je sortais de BTS comptabilité-gestion. Donc, j'ai travaillé en tant que comptable pendant 6 ans dans une entreprise. Avant et après, donc j'étais déjà dans l'assaut. J'ai mis 1 an à créer mon métier, me professionnaliser, pour après démissionner et devenir uniquement booker, programmateur, quoi. Mais ça vous plaisait un petit peu déjà? Enfin, ça vous plaisait de faire votre ancien métier ou pas du tout? Ben, disons que c'était un métier que je devais faire voilà, pour manger, quoi. Et puis pour pouvoir faire les travaux à ma maison, quoi. Mais c'était une rentrée en tout cas régulière, une rentrée d'argent, j'étais mensualisé. Quand tu pars après dans le spectacle, tu as des hauts et des bas. Donc il faut être passionné parce que des fois c'est pas simple. Ça a été pendant plusieurs années effectivement où les tournées étaient conséquentes. J'avais pas besoin d'aller chercher du travail ailleurs. Maintenant avec la crise et surtout les années Covid, etc. et puis l'après-Covid fait que les tournées, tout ça, n'ont pas repris de manière conséquente, quoi. Donc c'est très compliqué. Il est quasiment impossible de jouer du dimanche au mercredi. Donc ce qui complique la chose aussi pour les groupes étrangers, parce que tu restes en tournée avec 3-4 jours off qui te coûtent excessivement cher, et les cachets diminuent, quoi. Énormément, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on avait il y a 5 ans, 6 ans, on ne l'a pas retrouvé encore. Donc, et je pense qu'on ne le retrouvera pas, parce qu'on a creusé les écarts entre les très grands artistes et les petits. Donc effectivement, je vais travailler ailleurs. Alors je suis technicien, je sais faire plein de choses, donc ça me permet, je trouve encore du boulot. Je travaille dans le cinéma de temps en temps, en tant que figurant ou en tant que technicien. Je travaille sur du cinéma en plein air l'été, etc. Mais ouais, les choses ne sont pas évidentes, quoi. Ça se complique, quoi. Oui, le statut d'intermittent est toujours mis en balance. C'est très difficile, quoi. Oui, Bon, voilà. c'est ça. De toute façon, quand de suite on entend parler comme quoi il va y avoir des restrictions sur le chômage, on sait qui va être touché en premier, quoi. Mais bon, après on entend ça depuis 20 ans, donc j'ai la chance d'avoir l'âge que j'ai, quoi, et l'expérience que j'ai, donc du boulot j'en trouve encore un peu, quoi. Mais tous les boulots ne sont plus faciles à faire non plus à l'âge que j'ai, quoi. Oui.
Quels sont les rôles de chacun des métiers? Répartition des tâches. Vas-y, c'est tes tâches, toi. Peux-tu nous expliquer le métier de booker? Ce qu'on appelle le booking, c'est d'avoir un artiste et de chercher à le faire jouer dans d'autres salles. Donc, gérer pour lui les tournées, chercher les dates de tournée et les dates de concert à l'extérieur, quoi. Voilà. Donc, et essayer de construire des tournées qui soient viables, autant économiquement parlant que artistiquement parlant. Quelles sont les différentes tâches de vos métiers? Eh bien, encore une fois, il y a tout ça, mais alors pour le mien en particulier, maintenant, ça va être beaucoup d'administratif parce que il y a des cachets d'artistes à gérer, la logistique des tournées, louer des camions, louer du matériel, faire la route, l'hébergement, et voilà, les déplacements et les contrats d'artistes avec les organisateurs. Et ici, la programmation d'artistes, assurer toute la logistique et la régie des spectacles qui vont être organisés là, quoi. Donc maintenant, je me suis beaucoup plus centralisé sur la régie spectacle, donc ça c'est la partie générale, et la partie technique je la laisse à des techniciens qu'on embauche ici pour le faire. Vu que tu vas souvent sur la route pour des concerts, où est-ce que tu vas dans le pays? Où est-ce que tu es allé? Eh ben, alors en fait, donc beaucoup la France, donc de long en large, et puis au fur et à mesure, plus tu es connu et plus tu développes ton activité en essayant d'aller tourner à l'étranger. Alors effectivement, les pays limitrophes de la France, maintenant je les ai à peu près tous faits. Voilà. Et puis pour les pays les plus loin, ça a été la Bosnie-Herzégovine, les États-Unis par exemple, voilà. Alors, mais c'est toujours difficile d'aller après dans les autres pays, puisque forcément les coûts sont plus importants, la logistique est beaucoup plus chère. Donc aujourd'hui par exemple, on a un artiste After Before qui est aux États-Unis, mais il y est parti tout seul, parce que vous ne pouvez pas acheter 2 billets d'avion aller-retour, etc. Surtout qu'il y avait des transports en plus des avions dans le pays, à l'intérieur. Donc vu que c'était trop cher, le groupe est parti tout seul, quoi. Voilà. Vous pouvez nous parler de ces deux affiches, s'il vous plaît? L'Aube Radiant Dub System, c'est le groupe d'ici en fait avec qui j'ai démarré ma carrière, quoi. D'ailleurs, ils se sont professionnalisés et moi aussi. Voilà, on avait signé sur un label, etc. On a sorti 3 albums et joué un peu partout en France et en Europe. Et Vibronix, c'est un groupe anglais que j'ai rencontré sur la route parce on faisait leur première partie, donc il y a une vingtaine d'années de ça. Et qui m'avait demandé à cette époque-là, il n'avait pas de booker justement, si je pouvais m'occuper de lui et trouver des dates pour lui en France. Voilà, et donc on a démarré notre histoire à ce moment-là. Et depuis, on est devenus de bons amis d'ailleurs. On travaille toujours ensemble. C'est lui qui est aux États-Unis en ce moment. Est-ce que vous avez une anecdote drôle à nous raconter? Je tournais avec un groupe avec Vibronix et à ce moment-là, on avait deux chanteurs avec nous. Alors un qui venait du Pakistan et un qui venait de Sainte-Lucie. Et on est allé jouer à Nancy, et quand on s'est levé le matin, il y avait 30 cm de neige. Alors j'aime autant te dire que pour ces gens-là, ça leur a fait bizarre, quoi, de devoir sortir les pelles et enlever la neige pour repartir en voiture. Voilà, donc ça c'était vraiment très drôle, quoi. On a tous encore des photos comme ça, où on le voit sortir de l'hôtel, et en tournée il s'est passé tellement de choses que ça serait... une fois aux États-Unis, on jouait à Brooklyn, et puis on est sorti comme ça dans la rue, et les flics nous ont rattrapés, nous ont fait re-rentrer dans la salle parce qu'ils étaient en pleine interpellation, alors dans le New York, tu vois, comme dans les films, quoi. Donc on est rentré comme ça à fond dans la salle, le temps qu'ils interpellent tout le monde, course-poursuite et tout ça. Bon voilà, c'est des images comme ça qui sont un peu bizarres. Et des moments extraordinaires avec... j'ai eu la chance d'aller jouer à Sarajevo et Mostar juste après la guerre. Et on a été reçus par des gens voilà, qui récupéraient des vieux blocos et des vieux endroits où ils installaient les armes, etc. pour faire jouer des groupes, pour pouvoir partager des moments de bonheur après une longue guerre. Et c'était des moments assez fantastiques.
Si jamais elle s'était coupée, c'est pas le Mais il y a même votre tête qui est entière. Ah. Ouais, donc faut qu'on bouge. Allez, c'est bon. Ah, il y a encore. Il y a encore? Ah, là, c'est bon. Là, il y a juste la dame. Oui, mais la dame, c'est pas grave. Si, c'est grave. Action. Quelle est votre plus grande fierté? Quelle est la plus grande fierté? Alors bon, fierté c'est un mot que j'aime pas trop, mais bon, même en même temps, une fierté humble, on va dire. Mais c'est d'avoir créé tout ça et puis d'avoir réussi à avoir une équipe autour de soi qui est soudée. La plupart sont des amis, il était avant, et puis on a tout créé ensemble, parce qu'en fait rien ne s'est fait tout seul. Et puis maintenant, de voir des gens comme vous qui venez dans le lieu, il y a toujours tout un public qui nous suit et qui est toujours là, fidèle, constamment. Et puis les projets qui évoluent, le Café 109 qui a 3 ans. Est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, je m'appelle Emma, je suis fuméloise, je suis née ici, j'ai 25 ans. Je suis née la même année que est né After Before, voilà. Et moi, du coup, ici, je suis coordinatrice de projet. Donc c'est un peu une casquette qui veut tout et rien dire en même temps, mais voilà, moi en fait, je m'occupe de gérer l'espace où on se trouve aujourd'hui, donc dans le café culturel. Donc mes casquettes, c'est un peu ça, c'est gérer le lieu, faire du service de bar, faire de la programmation, faire de la coordination de projet, bosser avec des partenaires extérieurs, accueillir des artistes, organiser des ateliers pour les familles. Voilà, je fais un peu plein de choses. Et comment tu as connu Christophe? Christophe, je le connais depuis très très longtemps. Mes parents sont amis avec lui depuis des années, même avant ma naissance. Donc Christophe, je le connais depuis très longtemps. Je ne saurais même pas dire depuis quand. Et voilà, c'est un peu, il fait partie des personnes qui m'ont inspirée et qui m'ont transmis la passion de ce métier que je fais aujourd'hui. Action. Comment as-tu connu Emma? J'ai connu Emma, je suis copain avec son père depuis des années, donc je ne l'ai pas vu naître, mais presque, quoi. Donc voilà. Donc non, on se connaît depuis très très longtemps, et puis bon, Fumel reste quand même un village, hein, quelque part. Ouais. Quelles sont les idées auxquelles qui vous a poussé à créer ce projet de café Alors, c'est pas nous qui avons eu l'idée, c'est Emma directement. Elle t'en parlera certainement mieux que moi. Mais suite à ses études à Toulouse et le fait d'être volontaire service civique à Toulouse dans un café culturel, elle est revenue avec cette idée-là. Le lieu existant déjà. Comme nous, la salle de spectacle, il y a quelques années, le lieu existant, il y avait une facilité de création. Là, c'était pareil, elle est revenue ici avec cette idée-là. Et le lieu existant, c'était plus facile à créer, à mettre en place, donc raccrocher un wagon de plus à l'association After Before, quoi. Et pourquoi, selon toi, on surnomme Christophe le capitaine? Pour moi, je crois que j'ai toujours connu Christophe avec ce surnom-là. Pour moi, Christophe, c'est le capitaine parce que c'est comme s'il faudrait imager, comme il disait ce matin, After Before, c'est un gros vaisseau, c'est un gros bateau, c'est un gros navire avec plein de projets, avec un équipage à l'intérieur hyper riche et humainement, l'aventure, elle est énorme. Et en fait, capitaine, parce que sans lui, je pense que le projet, il pourrait pas exister. C'est le liant. C'est le moteur, c'est le transmetteur, c'est celui un peu qui a les clés de tout ça. Moi, le café, j'ai eu l'idée en 2020, de par mes expériences, mes études, etc. Et je propose ce projet un peu comme une idée folle et avec envie et passion, mais un peu aussi pleine d'inquiétudes, de peur et de doutes. Et en fait, Christophe, il a été là depuis le début avec la présidente de l'asso. Et voilà, le capitaine parce qu'il m'a soutenue depuis le début, il m'a apporté son aide, son écoute, sa bienveillance, il m'a accompagnée. Et ouais, sans lui le navire, il reste pas à flot, je crois, même c'est sûr. Et puis les projets qui évoluent, le Café 109 qui a 3 ans, d'autres projets à venir qui sont encore en tête. Voilà, des actions qui sont menées avec le lycée. Donc cette action sur le territoire, quand même, maintenant, oui, on a de quoi être fier, je pense, toute l'association, quoi. Avec les mains.
À l'ancienne. Aïe. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Miloud, je suis animateur à l'espace jeune de Femelle-Vallée du Lot. Je connais Christophe depuis de très nombreuses années parce qu'on a partagé une activité commune qui s'appelle le rugby, par exemple. Et je connais très bien Emma également qui gère le Café 109 parce que ça ne me rajeunit pas, mais je l'avais sous mon aile à l'école primaire de Libos quand elle avait 9 ans. Quoi. As-tu déjà fait des projets artistiques avec le pavillon 108? Oui, on en a fait plusieurs avec le pôle jeunesse. L'espace jeune, de tête comme ça, celui qu'on est en train de réaliser aujourd'hui. Mais à chaque fois qu'on a l'opportunité de bosser ensemble, on le fait et avec grand plaisir. Je me souviens du premier projet qu'on a fait ensemble, c'était il y a 5 ans, jour pour jour. C'était un stage de MAO, donc c'est de la musique assistée par ordinateur. Et ensuite, on a fait des stages écriture, un stage écriture slam et un autre stage écriture avec l'association Voix du Sud où le pavillon nous a accueillis toute une semaine pour pouvoir répéter, écrire des chansons et à la fin de la semaine, nous avons fait une restitution sur scène où nous avons pu jouer. J'avais la chance cette année-là d'avoir parmi les jeunes dans le groupe des musiciens et donc du coup on a composé également nos chansons, nos musiques et on a fait un concert qui avait fait un tonnerre, un succès assez incroyable pour nous tous en tout cas et c'était super sympa. Et bien entendu qu'il y a d'autres projets qui viendront émerger et on continuera sur cette dynamique-là. Donc là, la technique, j'ai Robin, Ryan, Lucas, François. 3 caméras. Il me manque. Qui a la caméra? Allez, levez les mains, caméra. Ryan. Ouais. François. Une caméra. Ok. Et Robin. Non, mais Robin, il vient de filmer le pauvre. Une fille, Marie, tu filmes Marie? Allez. Et du coup, Robin et Lucas au son. Roxane, t'es aux questions. Les filles, c'est là Margot, il y en a une qui l'accompagne à Roxane pour les questions. Oui. Allez, Margot et Roxane, du coup, aux questions. C'est bon? Allez, on y va. Bon. Approchez-vous un peu alors, parce qu'il faut que vous soyez un peu près de la tête. Quel est le déroulement d'une journée type avec le concert du soir? Attends. Ah, elle n'a pas d'action. Ouais. Action. Quel est le déroulement d'une journée type avec le concert du soir? Alors, une journée type. Alors, une partie de l'équipe arrive très tôt le matin pour préparer ici et commencer à faire la mise en place. C'est-à-dire qu'avant que le groupe arrive, on va mettre des retours ici, on va mettre les pieds de micro, on va mettre les lignes électriques pour pouvoir mettre après son matériel à lui. C'est-à-dire qu'il va pouvoir comme ça voir où sont les câbles, etc. Et on va disposer en fonction. Et une autre partie de l'équipe, donc des bénévoles, va s'affairer en cuisine pour justement préparer aussi le repas, le catering qu'on appelle, c'est-à-dire l'accueil artiste, où ils vont pouvoir grignoter quelque chose, boire un café, tout ça. Donc voilà. Donc on commence très tôt le matin, enfin très tôt le matin, on va dire entre 9 et 10 heures. Et après, là, une journée va s'étaler comme ça jusqu'à très tard le soir, à la fin du concert.
Dans la journée, les groupes vont faire les balances, donc les répétitions en live, mais sans le public. Puis on va aller dîner tous ensemble. Et vers 8h30, on ouvre les portes, on accueille le public. À 9h, les concerts démarrent. Et on ferme à 1h du matin. Donc c'est la règle, l'administration veut que de toute façon, en général, le bruit et les concerts et la vente d'alcool s'arrêtent à 1h du matin. Et après, nous, on va passer au nettoyage, au rangement, etc. quoi. Donc c'est une amplitude comme ça, de 10 à 12 heures sur un concert, quoi. Quels sont les rôles des bénévoles pendant un concert? Alors les bénévoles, ils sont surtout à la buvette, au service, à l'accueil du public, à la billetterie. Tout ce qui est l'accueil des artistes, la préparation des repas, le catering et tout ça, et les tâches un petit peu plus ingrates qui sont le rangement, le nettoyage de la salle, etc. et la préparation pour la prochaine fois. Donc voilà, tout ça, ce sont des tâches qui sont exécutées par des bénévoles, quoi. Voilà. Mais ce sont aussi des gens passionnés, donc qui prennent du plaisir à ça, donc ça se passe bien. Comment se passe l'accueil des musiciens? Alors en fait, quand ils arrivent, nous on leur a préparé un petit catering, alors c'est-à-dire un petit encas, et puis de quoi boire, de quoi se restaurer un petit peu, parce qu'ils viennent forcément en ayant fait un peu de route pour nous rejoindre à nous, puisque les tournées c'est souvent des dates les unes après les autres, donc des fois il y a 4-5 heures de route entre les dates, donc on leur prépare quelque chose pour qu'ils puissent se restaurer un peu, avant de faire les répétitions sur scène, donc ils déchargent leur matériel, après ils mettent tout sur scène, on fait une répétition comme ça sans public. Et voilà, et après on dîne tous ensemble et ils font leur spectacle en suivant, quoi. J'ai faim, j'ai soif, du rock'n'roll pour moi et mes hommes. Combien de groupes sont passés dans les coulisses à peu près? Ici, la salle elle a ouvert en 2009, là ça fait une bonne quinzaine d'années. Tu vois, on fait entre 12 et 14 spectacles par an, donc voilà, il faut calculer. Non, mais tu vois, ça fait à peu près 200 à 250 groupes quoi, qu'on a fait jouer ici. Ouais. Combien y a-t-il de personnes maximum qui rentrent dans la coulisse? Alors en fait, nous on fait souvent jouer 2 groupes systématiquement par soir, donc des fois parfois 3. Et tu vois, on a une scène qui n'est pas très grande à côté, donc on fait des formations à 5-6 grands maximum, quoi. Voilà. Alors pour les groupes de rock, ça pose pas trop de problèmes. Des fois un peu plus avec les groupes de reggae, parce que souvent il y a des claviers, des cuivres, etc. Mais effectivement, la scène, tu vois, elle fait 6 mètres sur 4, ce qui reste assez limité, donc on ne fait pas des trop très grosses formations, quoi. Et s'il y a des grandes personnes, par exemple de 7-8 personnes dans un groupe, vous les acceptez ou pas? Bah oui, de toute façon, je le fais en conséquence. Quand je fais la programmation, je regarde déjà à peu près le groupe, je regarde des vidéos et tout ça, donc je sais à qui je peux m'adresser, quoi. Mais effectivement, si on est déjà sur entre 8 et 10 personnes, je ne vais pas contacter les groupes, quoi. Je sais que c'est très compliqué, quoi. Parce qu'après, on n'a pas beaucoup de dégagement pour mettre les instruments à droite, à gauche, etc. Donc après, si on est tous les uns contre les autres, c'est pas terrible. Qu'est-ce que c'est une setlist? Une setlist, alors ce que tu vois accroché au mur, là, des fois les groupes les laissent comme ça, un souvenir. En fait, c'est la liste des morceaux qui vont jouer dans la soirée. Et donc tous les musiciens en ont une. Et donc comme ça, ils savent pertinemment les morceaux, ils ont la même liste. Et ils savent en plus, des fois, ils se marquent les enchaînements, quoi. Voilà, entre les morceaux. Quelle est la chose que vous préférez faire dans votre travail? Alors, la chose que je préfère faire, ben là, puisqu'on est au sein du pavillon 108, ben, je te dirais, quand je fais tous mes mails, que je dégrossis pour la programmation, donc à ce moment-là, j'écoute tout un tas de disques que les gens m'ont envoyés, des liens, etc. Et puis j'essaye de construire une programmation sur plusieurs mois, de faire des choses cohérentes. Donc voilà, j'écoute de la musique en fait, c'est ce que je préfère faire. Pourquoi on te surnomme le capitaine? Alors, le capitaine, c'est venu au tout début de l'association, quand on cherchait un logo. À un moment donné, on était parti un petit peu sur un vaisseau spatial
en me mettant moi en tant que conducteur du vaisseau, parce que je dirigeais un peu les choses. Donc il y avait le capitaine, donc moi qui dirigeais le vaisseau, et puis d'autres après, personne autour de moi. Et le capitaine est resté en fait. Voilà, tout simplement. Elles viennent d'où toutes ces décorations? En fait, c'est un peu moi qui bricole tout ça, quoi. Alors mon papa était chaudronnier, donc du coup, voilà, quand je récupère des bouts de ferraille, je les découpe, puis voilà, je fais de la déco comme ça de temps en temps à temps perdu. Et du coup, les vaisseaux spatials, c'est par rapport au capitaine? Alors, ouais, un petit peu, ouais. C'était juste parce que j'ai récupéré des cymbales cassées sur scène et puis un vieux projecteur cassé. Donc on avait des ampoules qui pendaient comme ça, donc j'ai dit, tiens, je vais habiller tout ça, quoi. Voilà. C'est vous qui avez fait tous les tags? Ah non, ça les tags, c'est pas, on travaille avec donc un collectif de graffeurs qui s'appelle la Street Artery. Donc surtout ceux qui sont à l'extérieur, de toute la cour, c'est eux qui les ont fait. Et ça c'est en fait c'est un tag participatif qu'on avait fait pendant un anniversaire ou l'après-Covid, je ne me rappelle plus précisément quoi. Voilà, où tous les gens, on avait fait créer des pochoirs et tous les gens venaient faire juste avec des pochoirs comme ça et construisaient le dessin quoi en fait. C'était un tag participatif quoi. C'est tous les groupes qui sont passés. Exactement, en fait. Donc là, ce sont les années de programmation du pavillon 108, quoi. Depuis son ouverture, donc là-bas en 2009. Et donc année par année, avec tous les flyers et tous les groupes qui sont passés ici, quoi. Donc les flyers, c'est ce qu'on distribue partout dans la ville, là, qui annonce la programmation, quoi. Voilà. C'est notre historique un peu là. Est-ce que il y a toutes les affiches qui sont ici, qui sont déjà passées Ouais. À 90%, je dirais, ce sont des groupes qui sont passés au pavillon 108. Ouais. Est-ce que vous pourrez nous dire dans les affiches qui ne sont pas passées? Ah ben, De Kift, là, les Hollandais, en fait, l'affiche elle a été mise là parce qu'elle est super jolie, mais ils ne sont pas passés ici. Ashburn, ils sont passés? Oui, Ashburn, il est passé, ouais. Mais Renaud, je travaillais avec son premier groupe qui s'appelait Don't Look Back. Donc il est même passé au centre culturel avec Don't Look Back. Et il a joué 2 fois ici sous le nom d'Ashburns, ouais. Ouais, ils sont à peu près tous, ils sont passés ici de toute façon. Alors les Young Gods, non, ils ne sont pas passés ici. Voilà. Alice Cooper non plus là-haut, c'était une blague. Ouais. On est un peu en retard d'ailleurs, il en manque des affiches à mettre. Hein. Ce qu'il y a derrière toi, c'est 25 ans d'histoire. Voilà, c'est ça. Il y a à peu près 25 ans d'histoire. Donc voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle les flyers et aussi les passes artistes, quoi, les badges pour pouvoir aller en backstage. Et ici, les photos de la salle. Donc en fait, celles-là, elles ont surtout 15 ans, quoi. Alors on en a mis quelques anciennes, de photos à droite à gauche, là, puisqu'on a commencé notre histoire quand même, vu que la salle n'était pas ouverte. L'association a 25 ans et la salle en a 15, donc on faisait nos concerts au centre culturel là-haut, quoi. Donc il est aussi mélangé quelques photos, vieilles photos en argentique. Voilà. Et après le reste est en numérique. Voilà. Mais voilà, tout notre historique est un peu sur les murs. Là. Et les Polaroids là? Et les Polaroids, c'est moi maintenant qui fais des photos, parce qu'à Noël, pour me faire une blague, on m'a offert un Polaroid. Donc c'est mon mur des photos moches. Parce qu'elles sont moches pour la plupart quand même. Voilà. C'est pour me moquer un peu des gens. Quels sont les futurs grands projets? Alors, les projets de réhabilitation vont continuer, j'espère, puisque nous avons un étage au-dessus et que bon, pour l'instant on ne sait pas quoi en faire. Et puis lui n'a pas été remis aux normes et n'a pas été réhabilité, donc on y travaille. Pourquoi on y travaille? Parce qu'avec le Café 109,
et Emma a développé tout un tas de partenariats autour de ses activités à elle, ici au café. Du coup, vous êtes là pas par hasard, c'est aussi le Café 109. Il y a un fanzine, il y a des ateliers qui est mené par notre association qui s'appelle La Fabrique Toi-même. Voilà, il y a tout un tas de partenaires qui se sont greffés aussi sur le café. Ce qui fait qu'on a besoin d'espace, un petit peu, de locaux. On a des perspectives comme ça où on voudrait bien aussi organiser des choses l'été, alors que jusqu'à maintenant on ferme. Voilà. Donc on a des projets, effectivement. Après, l'avenir, malheureusement, nous sommes liés aussi à des budgets des partenaires publics, des subventions. Voilà, c'est pas toujours évident, donc on verra bien. Après, on a démarré l'histoire il y a 25 ans, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, quoi. On va faire, en tout cas, on a encore envie de faire plein de choses, donc on va y aller. Quoi qu'il arrive, il faut trouver l'équilibre entre accepter nos chaînes et rester libre. Et tant qu'il le faut, prévenir les au-delà des rives, car beaucoup d'entre nous sont unanimes. Et tant qu'il le faut, on le dira dans toutes nos rimes, le monde sera celui qu'on s'imagine. Yeah.